Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Eh bien, déjà merci d'être là. On va, euh, on va entamer une interview, la première de 2024, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'a fait le plaisir de dire oui pour ce soir. Il s'agit du plus grand collectionneur de collecteurs de Belgique, à mon avis. Il s'agit de Ryu. Bonsoir, Ryu. Salut Lolo, ben, on ne le sait pas, ça. C'est pas si- On peut le Écoute, dire, on moi, sait pas. en tout cas, j'en connais pas. S'il y en a un qui se manifeste, c'est le moment, mais je ne connais pas, je ne Il pense pourrait y pas. en En avoir. collect Ouais, mais en Belgique, peut-être pas. Peut-être en France, peut-être, ou dans d'autres pays, mais en Belgique, ça m'étonnerait beaucoup. Ou peut-être côté flamand, on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas. On devrait Bon. peut-être lancer une enquête. Il y a énormément de collectionneurs de l'ombre, hein. Il y en a énormément. Ouais. Qui se montrent pas, qui font pas forcément de vidéos, ou qui veulent pas qu'on vienne filmer chez eux, qui mettent pas sur les groupes, etc. Il y en a vraiment énormément, hein. Et à part ça, bon, tu m'as dit en off que tu étais très fatigué, que tu as eu une journée épuisante, mais à part ça, ça va? Le jeudi, généralement, C'est la folie. c'est la pire journée de la semaine. Mais ça va. Là, on est rentré, on est sur YouTube, donc ça va beaucoup mieux. Tout va bien. Tout va bien. Eh ben, ça va. Ben, écoute, on va pas traîner, hein. Ben, c'est banal, mais bon. Si tu pouvais te présenter aux gens qui n'auraient pas la chance de te connaître encore. Ben donc moi c'est Ryu et je fais des vidéos depuis 10 ans, depuis peu sur YouTube. J'ai commencé dans l'ère, tu sais, où il y avait beaucoup la mode des retours vide-grenier, on allait chercher nos jeux en brocante, on revenait avec des caddies bien conséquents. Et il y avait vraiment une mode à l'époque, on va dire 2012-2013 où il y avait vraiment plein de gens qui faisaient que ça, quoi. Il y avait vraiment énormément de vidéastes qui le faisaient. Et puis je me suis dit une fois, bon allez, vas-y, lance-toi. Et j'ai commencé vraiment tout bêtement avec mon téléphone. Et voilà, maintenant ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et voilà, moi j'aime collectionner, j'aime bien le physique, comme toi. J'aime bien les collectors, édition limitée, comme tu l'as dit. Et j'aime bien jouer aussi. Et voilà, donc ma passion jeux vidéo, c'est les collectors, le physique, ma chaîne YouTube et le gaming, quoi. Voilà, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Euh, Tu approches des 20K, si j'ai bien vu, ouais, c'est ça, hein, tu approches des 20 000. Comment le vis-tu? Comment le ressens-tu? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te provoque chez toi? Euh, Moi, j'aime bien fonctionner. Je sais que ce n'est qu'un chiffre, ça c'est clair. Ça ne change rien à mon quotidien, ça c'est clair. Mais moi, j'aime bien fonctionner, tu vois. Tu te dis, tu te mets un objectif, tu te dis, moi, mon objectif, c'était fin 2023, être à 20K, tu vois. Bon, il manque, on va dire, une cinquantaine d'abonnés, c'est pas grave. Bon, ben, Mais c'est tout comme, quoi. j'aime bien, tu vois, avoir des steps dans la chaîne, des steps réalistes. Et si je vois que je n'évolue pas, ça veut dire que ben, quelque part, le contenu que je propose, il intéresse plus trop, tu vois. Une chaîne qui stagne, c'est une chaîne qui au final n'intéresse plus trop. Alors j'aime bien me donner des objectifs. Et si je vois que ça, bah, c'est comme tout le monde. Si tu vois qu'à un moment, bah, tu n'intéresses plus trop, tu essayes un peu de faire des nouveaux sujets, ce genre de choses. Donc voilà, j'essaye d'avoir des objectifs, mais avoir 20K, bah, je me souviens, il y a 10 ans d'ici, quand on en parlait, on disait avoir 10K, c'est déjà énorme, tu vois, je me souviens de ça. Et bah, 20K, oui, c'est bien, mais dans le milieu du YouTube, c'est rien du tout, quoi. Tu vois, ça c'est clair. C'est pas grand-chose. Mais je suis quand même fier d'avoir rassemblé 20 000 personnes sur la chaîne. C'est Et un stade, hein. Tu c'est un remplis un stade, stade avec 20 000. ouais, c'est le stade de Charleroi, Ah, voilà. Voilà. qui est sur la Bah, Chine. quand même, hein, quand même. Ouais. Et voilà, donc oui, c'est quand même une étape, je pense, importante pour moi, et j'ai hâte d'y être, en fait. Ouais. Bon, c'est histoire de jours ou de semaines, à mon avis. Ouais, je pense qu'en janvier, ce sera fait, c'est sûr. Ouais, ouais. Je suis persuadé. Donc, tu n'as pas l'impression que... Mais je me souviens, on avait eu une discussion il y a quelques années, il y a longtemps, où justement on se disait, oh purée, arriver à 10 000, ce serait déjà quelque chose. Je m'en souviens de cette discussion. Tu vois, comme quoi, tout peut arriver. Ben, il y a des étapes sur YouTube. Ben, tu sais, les 1000 abonnés, je pense que c'est la plus importante, les 1000 abonnés.
C'est l'étape la plus difficile à avoir. Ouais. Psychologiquement, c'est le plus important. Ça. Ouais, ouais. Après, tu vois, tu penses aux 10 000 forcément. Mais une fois que tu es aux 10 000, tu vois, 20 000, 30 000 ou 40 000, je pense que ça ne change Ça a pas plus vraiment. d'influence. Non. Je pense plus 50 000, oui, là, tu commences à te dire, mais bon, j'arrive jamais à ce stade-là, mais Bon, faut jamais dire jamais. l'idéal, c'est d'avoir le trophée. Mais là, le chemin, c'est plus un chemin, c'est une. Et alors, surtout pour les gens qui sont sur YouTube, ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite, c'est de faire 2 pauses consécutives dans la chaîne. Ça flingue votre algorithme. Ça. J'ai fait deux Ouais, pauses très très longues, très très en très effet, longues, et ça flingue. en effet, en effet. Voilà. Mais bon, c'est notre histoire, ça. Alors, ta chaîne, elle est, on va dire, à 80% dédiée à la collection et la présentation de jeux, on va dire. Hein. De temps en temps, des petits débats, etc. Mais est-ce que tu as dans l'optique de faire autre chose, des nouveaux sujets, des nouvelles phases dans ta chaîne ou pas du tout? Bah, j'ai fait un sondage justement fin d'année passée. Et le résultat, c'est, voilà, les gens aiment bien voir la collection chez moi. Euh, je fais aussi des vidéos collection avec Guilain où on passe parfois 2 heures sur un thème. Donc ça, les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien voir des trucs sur la collection, des tests de jeux, parce que je fais quand même quelques tests de jeux, des unboxings. C'est comme ça, les gens achètent le collector, ils déballent pas leur collector, ils gardent le contenu chez moi. Ça, c'est aussi, on me le dit souvent, ça. Comme ça, les gens. Toi, t'es un influenceur des gens qui font de la spéculation sur les collecteurs. Ouais, tu devrais voir le nombre de gens qui me disent Ryu, c'est bon, je déballe pas mon collector, c'est parce qu'ils ont vu mon unboxing. Mais donc ça, les gens aiment bien. Et bon, ils m'ont réclamé de refaire les retours d'achat comme à l'époque. C'est un truc que je faisais plus depuis des années. Et les gens aiment bien ça. Tu vois, les gens aiment bien de savoir ce que tu rentres, les bons plans, etc. Donc ça revient. Donc voilà, ben, des tests, des unboxings, des collections, des rentrées, des débats, j'aime bien aussi. Des vidéos parfois un peu plus, je vais dire, Légère? légères et où j'explique un peu mon ressenti sur certaines choses. Tu vois, ça, j'aime bien Mhm. faire. La vidéo du jardin, que tu connais. Oui, Max s'en est inspiré d'ailleurs. J'ai vu, j'ai vu. Donc voilà, donc un contenu qui est, je pense, aligné avec ce que je veux faire, quoi. Mais il n'est pas impossible que je décide de faire un autre truc pendant l'année ou quoi. Comme je t'ai dit au début, en fonction de voir aussi si ça fonctionne. Si à un moment ça C'est lasse, ça. tu dois changer de contenu, tu vois. C'est pas évident. J'imagine que tu as beaucoup d'abonnés et que c'est ton métier. Moi, c'est pas mon métier comme toi, tu vois, c'est nous faire s'amuser. Mais quand c'est ton métier, ça doit quand même être stressant, tu vois. C'est plus. Bah, ça doit être, ouais, t'as quand même une épée Damoclès au-dessus de toi, que tu veuilles ou pas. Hein. Il faut que ça marche en fait quand c'est ton métier. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai de l'admiration pour les gens qui arrivent à tenir un rythme et à garder l'intention au fil des années. Ça, je dis chapeau bas, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai. Alors, question un petit peu bateau, mais j'aime bien de la poser. Si tu devais ressortir un collector de ta collection, qui est vraiment ton collector phare, ton collector que tu es fier d'avoir, et inversement celui que tu as été le plus déçu. Collector le plus fier, je peux aller te le chercher si tu veux. Allez, on Ouais. t'attend. Oui. C'est pas un truc cher. C'est pas un truc rare et cher. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai une affect avec ce collector, c'est celui de Nino Ah, Kuni. on a connu, ouais. Alors, dedans, il y a un grimoire où tu as tous les sorts du jeu, etc. C'est pas un collector rare, je pense, 150 Non. euros, 200 euros, tu l'as au maximum. Mais c'est un jeu qui m'avait fort marqué, c'est pas mon jeu préféré, mais en termes de contenu, je me souviens qu'à l'époque, j'étais très content d'avoir découvert ce qu'il y avait dedans, tu vois. Et à l'époque 3.6 PS3, je trouve que les collectors étaient beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on a maintenant. Maintenant, c'est 2 fois plus cher et il y a 2 fois moins de choses. Donc, C'est vrai. C'est vrai. En plus. et là, à l'époque, c'était bien fourni, tu vois, et tu avais vraiment un truc chouette. Donc, j'ai toujours eu de l'affect pour ce collector-là. Bon, c'est pas le collector le plus cher que je possède, évidemment. Mais voilà, c'est un côté sentimental.
C'est celui qui t'a touché le plus, quoi. Et celui qui Ouais. t'a déçu le plus. C'est celui de Monster Hunter World de chez Capcom. Je me souviens quand j'avais déballé. Donc, si tu ouvres tu ouvres la boîte, il y avait plein d'étagères, c'était vraiment mal foutu. Tu avais des cartons sur des cartons. Et alors, la figurine, c'était une figurine comme ça. Voilà. Pas plus grande que ça. Et c'était très cher. Un carton comme ça. C'était un carton d'une taille comme ça, et la figurine elle était comme ça. Et le collector maintenant est encore recherché parce que c'est Capcom, c'est pas commun. Et je me souviens, je l'avais acheté assez cher. Et voilà, j'étais dégoûté, quoi. C'est vraiment le collector qui me vient comme ça à l'esprit, j'étais dégoûté. On va répondre à Projet Dream hein, qui me pose une question, je crois que c'est à moi. Petite question, est-ce qu'après l'interview, on pourra intervenir directement avec Ryu? J'ai envie de dire, ça dépend de son état de fatigue et de son timing. Oui, oui, Donc on essaiera, on essaiera. on verra 5-10 minutes. Voilà. Merci pour le... Alors, ouais, j'ai oublié de te dire, il y a Stanislas qui avait une question pour toi. Salut Ryu, pourquoi cette barbe? C'est un look, c'est un style? Alors, je sais pas. C'est une excellente question. Faut savoir que ma femme déteste ma barbe. Ah. Tous les gens qui sont autour de moi, ils me disent Ryu, ça te va trop bien la barbe, laisse-la pousser, on aime bien. Si elle a... Sauf ma femme. Ma femme, elle déteste ma barbe. Elle me dit je dois tout raser, etc. Donc, des fois, elle est très longue, des fois, elle est plus courte. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, elle varie. Mais pourquoi, je sais pas. En fait, je l'ai laissé pousser une fois. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça me va bien. Alors, généralement, quand t'as pas de poils au-dessus, T'essaies d'en avoir en dessous. d'en avoir là. Et j'aime bien. Je m'y suis habitué. Et, je sais pas, c'est dans mon personnage. Maintenant, je ne sais pas comment le dire. Je me suis habitué à avoir une barbe, en fait. Mais Bah, ça donne un style, ça donne une marque. Ça donne un... Ça, c'est le du... bandana, Ouais, c'est vrai. ça donne un style. C'est du boulot le matin, par contre. Ah, ouais, tu mets de la cire. Non, je dois la lisser, etc. Bon, là, elle est un Oh là peu en là. fin de journée, là. Ouais. Sinon, je la lisse, etc. C'est, voilà. Voilà. Alors, j'ai fait ma liste de questions parce que comme j'ai une mémoire d'oiseau, voilà. J'ai remarqué que tu as une communauté assez saine. J'ai remarqué au fil des années, elle est plutôt saine, ta communauté. Malgré tout, j'ai remarqué qu'il y a quelques temps, je crois que ça s'est calmé maintenant, il y avait beaucoup de gens qui titillaient avec le fait que tu avais des blisters derrière toi. Ils t'appelaient Blisterman ou je ne sais plus quoi. Est-ce que Il y a des c'est gens qui parce que m'appellent Mr. Man. Je savais même pas. est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris que tu as une manière très particulière d'ouvrir Ah oui, oui, les oui, comme jeux? ça. Oui, en fait, il y a des gens qui pensent que je n'ouvre pas, ou qui ils tombent sur la vidéo, par exemple, et ils voient des steelbooks, etc. Ou alors, je parle d'un jeu, j'ai fait le test, mais ils voient encore le blister dessus. Et alors, ils me disent, ouais, tu n'ouvres pas tes machins, tu t'as fait le jeu. Je vais te montrer un exemple. Euh, voilà, je prends par exemple un truc que j'ai déballé il n'y a pas longtemps. Donc, si on prend euh, le Scorn, là, tu as l'impression qu'il est pas déballé, mais moi, je les déballe au-dessus, je coupe le blister, tu vois. Et alors, du coup, j'ai accès au steelbook, tu vois. Et après, je le remets dedans et je fais ça quasiment avec toutes mes éditions limitées. Dès que je peux le faire, je le fais. Et pourquoi? Parce que j'ai remarqué au fur et à mesure des années, il n'y a rien à faire les fourreaux. Même si tu les tiens, Il s'écorche. ils s'écorchent sur les coins. Et le fait de laisser ça, honnêtement, ça le protège beaucoup plus. Tu vois? Et voilà. Donc, il y a des gens qui pensent que je ne déballe pas mes jeux, mais si. Mais c'est une technique un peu particulière. Il y a plein de gens qui font ça maintenant, en fait. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, je fais comme ça, ou. Moi, j'aime bien. Il t'imite, quoi. Ben, c'est bien on voit qu'on sert un petit peu aux gens qui répètent un petit peu des gestes qu'on fait, ça fait toujours plaisir. Enfin, moi, je trouve. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est la question, il fallait. Tu es un fan inconditionnel de Final Fantasy X. On le sait. Je pense que tu l'as assez répété. Mais la question qu'on ne t'a jamais posée, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que ce jeu t'a apporté et as-tu retrouvé dans un autre jeu la même magie que tu as trouvé dans ce jeu-là? C'est une question extrêmement intéressante. Parce qu'il y a un truc avec le jeu, évidemment, mais aussi autour du jeu. Tu vois? Donc, quand moi, je me suis marié avec ma femme, on s'est marié en 2002. Et en 2001, 2002, 2001 au Japon, en 2002 chez nous, est sorti FF10 sur PS2. Et si tu veux, à l'époque, on était jeunes mariés, on n'avait pas beaucoup de sous, etc. Et je dis à ma femme, première chose que je m'achète
quand on emménage, on se marie, je m'achète la PS2 et je me prends FF10. Elle dit OK. Alors je me suis acheté FF10, le guide et la console et j'ai commencé à jouer. Donc ça a été pour moi, tu vois, ma première console. Parce que nous, on était un petit peu, tu sais, moi je suis d'origine italienne et à l'époque, ça, on était encore aux mentalités d'avant. Tu sais, tu pouvais pas te mettre en ménage comme maintenant on le fait, etc. On devait se marier et habiter ensemble, tu vois. Mais je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Oui, il y avait encore l'ancienne mentalité. Ancienne mentalité, Ouais. donc moi, ça marque, tu vois, en fait, le premier truc que je me suis acheté pour chez moi, en fait. Tu vois? Donc ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Et puis aussi le jeu en lui-même, ça a été une aventure extraordinaire parce que pour plein de choses, mais je vais pas commencer à parler des détails parce qu'on a pour une heure. La musique, l'histoire, les personnages, la difficulté progressive, de tout faire à 100%. C'est un jeu que je connais par cœur. Je pense que je l'ai fait beaucoup, beaucoup de fois. Je connais vraiment tous les emplacements des manuels Albed, ce genre de choses. C'est un jeu que je connais par cœur. Et s'il ferait un remake, je serais tellement heureux, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, ça arrivera, je pense, probablement. J'espère. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même un. Enfin, il fait partie du top 3 des meilleurs FF. Hein. Donc, Ouais. je pense que. Il faut le réécrire. Il faut le réécrire. Faire une pétition européenne ou faire quelque chose, je sais pas. Il y a un Moi, truc c'est à pas faire. moi qui vais influencer Square Enix. Hein. Alors, tu es un grand fan aussi de jeux versus. Mhm. Quel est ton préféré? Quel est le meilleur à tes yeux? Mon préféré, c'est Street Fighter 2 Champion Edition sur Mega Drive. C'est la plus mauvaise version de Street Fighter 2 sur Mega Drive, mais moi j'ai appris à jouer à Street Fighter 2 quand j'étais petit sur la Mega Drive. En fait, mon tout premier jeu de versus, c'était sur la Mega Drive, c'était Fatal Fury, le portage de la Neo, et il était dégueulasse. Je sais pas si t'as déjà vu le portage. Oui. Il est vraiment pas ouf, mais bon, quand t'es gamin, tu t'amuses. Puis j'ai eu Street Fighter 2 sur la Mega Drive 2 Prime, souviens-toi, parce que nous on avait les boss, contrairement à la version Super Nintendo, et après ils ont la Turbo. Et donc là, j'ai fait mes armes sur Street Fighter 2 Prime, et j'ai vraiment passé des centaines d'heures à jouer dessus. Puis j'ai eu la SNES et j'ai passé la version Turbo, etc. Donc Street Fighter 2, c'est mon jeu de versus préféré et ça ne changera jamais, je pense. Le jeu est C'est ancré. C'est ouais, ancré. il est indémodable. Tu mets un Street Fighter 2, tout le monde joue. Et le jeu ne vieillit pas, quoi. C'est incroyable. Alors, merci déjà. Une autre question, mais qui n'a rien à voir avec le jeu, c'est est-ce que pour toi, moi j'ai eu ce sentiment-là à un moment, est-ce que la création de vidéos n'est pas trop chronophage quand on a une famille et un métier prenant? Alors, c'est une organisation. Moi, j'ai un secret. Tu te mets en Je fais... maladie. Non, ça, c'est une bonne idée. Ça. Ça, c'est une bonne idée. Mais, Je suis pas bien. Hop. Salut les gars, bienvenue dans la vidéo. en fait, moi, je bloque souvent, soit tout un samedi ou tout un dimanche, où je fais tous mes tournages. Donc, je peux tourner 7 à 8 vidéos sur une journée, et après, je les monte pendant la semaine et je les planifie, tu vois. Comme ça me permet, tu vois, au début du mois, de me dire, je fais un certain planning. Moi, j'aime bien faire 10 vidéos par mois, plus ou moins. Et voilà, j'essaie de bloquer comme ça des journées, sauf si événements spéciaux. Par exemple, si je reçois un press kit d'un éditeur, voilà, au soir, je fais l'unboxing, quoi. Tu vois, voilà. Mais sinon, j'essaie de m'organiser, de planifier un peu tout et de bloquer des journées de tournage. Parce que si on le fait pas, T'es débordé après. t'es débordé, t'as pas forcément l'envie, quoi. Parce que, tu sais, tu rentres au soir, t'es fatigué, tu te dis, ouais, je vais faire une vidéo. Ou alors, t'as plutôt envie de jouer aussi, tu vois. Il y a ça aussi. Donc, j'essaie de me bloquer, de sacrifier une journée par semaine pour faire tous mes tournages et ça marche plutôt bien. Ouais. Toi, tu fais comment? Tu fais ça aussi? Bon, je prends des maladies. Hein. Tu fais plutôt Non. à l'envie, quoi, à la volée? Ben écoute, le problème que moi j'ai, c'est que la manutention de marionnettes, ça prend un temps dingue. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer comment je procède. J'enregistre tous les vocaux premiers, donc je fais toutes les voix. Et puis je mime sur les voix. Donc ça fait déjà deux travails
en parallèle, et puis je fais le montage, etc. Ça prend un temps fou. C'est pour ça que je ne sors pas 36 000 vidéos sur un mois, quoi. Je sors beaucoup de shorts, ça oui, parce que ça prend 10 secondes, quoi. C'est rien du tout, mais c'est... Ouais, non, c'est très chronophage. Et comme toi, j'étale ça sur un week-end, quoi. Je fais ça sur un week-end quand j'ai rien d'autre de prévu, bien sûr. Et je planifie aussi beaucoup mes vidéos. C'est rare quand je fais une vidéo qu'elle sort le jour même. Parfois, je fais une vidéo, elle sort 3, 4, une semaine après. C'est assez récurrent. Maintenant, on va parler d'une autre facette de toi. C'est la Pixel Day. Ah. Si tu veux bien. Ouais, la Pixel Day. Est-ce que tu peux rappeler aux gens qui ne connaîtraient pas ce qu'est la Pixel Day et ton rôle au sein de la Pixel Day, s'il te plaît? Alors, la Pixel Day, c'est une bourse convention en jeux vidéo qui se déroule à Sambre Expo entre Namur et Charleroi, en Belgique, qui est allée sur 3500 mètres carrés, où on vend beaucoup de jeux vidéo. Et ça en fait, à notre connaissance, la bourse gaming la plus grande d'Europe, parce qu'on n'en connaît pas. Il y en a une à Londres qui est très grande aussi, une en Hollande, qui est aux Pays-Bas, qui est très grande aussi, mais qui n'a pas d'équivalent par rapport à la Pixel. Pixel, c'est vraiment le plus grand. Et donc, dans cette bourse convention, pourquoi convention? Parce qu'il n'y a pas que de la vente de jeux. Il y a des tournois, il y a des bornes, il y a des invités, vidéastes, youtubeurs qui sont présents. Et moi, mon rôle dans ce groupe, on est 5 à organiser la Pixel Day. Je m'occupe des invités, en fait. De tous les invités, etc. J'essaie de mettre ça en place, en gros. Et d'autres trucs, mais en principal, c'est ça, quoi. Relation humaine, on va dire. Voilà, ça me change pas beaucoup. Ah, bah. Tu ramènes le boulot dans ta passion. Ouais. Et je suis avec eux depuis 6 ans, 5-6 ans. Depuis 2017, quelque chose. Alors, je vais faire mon opportuniste. As-tu un scoop ou un truc croustillant à nous révéler pour la prochaine Pixel Day? Je ne peux rien dire, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux rien dire. Mais si vous aimez Edouard, je pense que vous serez, bien sûr, Edouard vient, mais vous serez encore plus content cette année. Je ne peux pas en dire plus. Moi, j'ai compris. Si vous avez compris. Voilà, c'est un Si j'ai gros compris, indice. vous avez compris. C'est un gros indice. Ouais. C'est plus qu'un gros indice, alors. Quel est ton souhait pour ta chaîne, ton objectif pour cette année 2024? Qu'est-ce que tu t'es fixé? Et pour ton avenir sur YouTube? Ben, moi, j'aime bien donc progresser, comme je te l'ai dit, mais lentement. Je veux pas avoir... parce que ça peut faire peur, tu vois, si un jour tu as un gros youtubeur qui te fait une pub et tu te ramasses 20 000 abonnés d'un coup. Je pense que ça me ferait peur, moi. J'aime bien progresser lentement et que les gens s'habituent à moi, me connaissent et restent sur la chaîne. Donc, une évolution toujours aussi de la même expansion, tu vois. Donc, laisse dire, si on fait en 2024, je suis à 25 000 abos, pour moi, ça me va. Tu vois, je n'ai pas besoin de plus. Ça me convient largement. Mais le plus important, c'est que les gens continuent à venir s'amuser, que les gens se rencontrent sur ma chaîne, parce qu'il y a plein de gens qui se rencontrent sur ma chaîne. Et voilà, continuer dans cet esprit-là, quoi, le partage. Parce que moi, j'apprends plein de choses des gens aussi, tu vois. Et continuer toujours dans cette même optique. Maintenant, si j'ai 100 000 abonnés... Ah ouais, tu vas pas cracher dessus, c'est logique. À pleurer, mais ça ferait quand même peur, tu vois, je pense. Peur par rapport à ce que tu as dit tantôt, de garder une rétention des gens sur ce que tu proposes? Il y a ça, et tu vois, je pense que tu évolues avec ta communauté, parce que si tu as trop de gens qui viennent te rejoindre d'un coup, ils vont attendre, je pense, des choses de toi que tu vas peut-être pas proposer, et puis ça va partir en autre boudin, quoi. Tu vois, moi j'aime autant avoir une progression stable et toujours un peu pareil, quoi. Tu vois, et moi je pense que c'est bien. Y aller doucement, quoi. Ouais. Y aller doucement. C'est pas notre métier, donc c'est du plaisir. Voilà, bon, moi j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui m'envoient des trucs, etc. C'est grâce à la communauté. Moi, ça me convient très bien, quoi. Tu vois, je cherche pas à gagner des milliers d'euros sur YouTube. Voilà, c'est pas mon objectif, mais
Si ça Tu vient, veux ça vient. pas, je vais te donner mon PayPal, tu fais une déviation, il n'y a pas de problème. Si un jour ça arrive, ça n'arrivera pas, mais si un jour ça devait arriver, voilà. Mais je pense qu'il faut savoir le gérer quand même. C'est pas simple, tu vois. Non. Je pense que quelqu'un qui a une chaîne de 1000 abonnés ne gère pas une chaîne de 100 000 abonnés. C'est pas la même chose de faire, quoi, tu vois. Du tout. Non. Voilà. Ah bah tu vas être content, il y a Max aussi qui avait une question pour toi. Allez. Ryu, que penses-tu de cette rumeur que les jeux pourraient atteindre 100 €? C'est dingue, non? Alors, ben, au final, on n'est pas si loin avec ça quand tu regardes. Parce Non, c'est que vrai. maintenant, les grosses exclus PS5, c'est 80 balles. Du moins un prix conseillé, parce qu'il y a toujours moyen de les avoir un peu moins cher. Mais souvent, je prends l'exemple d'Ubisoft. Ubisoft, leur gros jeu, c'est 80 balles et tu as la version de luxe à 100 balles généralement, la version Gold, tu as déjà vu. Ouais. Donc, on n'est pas loin des 100 balles. Il y a des rumeurs comme quoi GTA 6 coûterait plus cher. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il coûterait au-delà des 100 euros. Moi, je trouve que c'est pas si dingo que ça comme information. Je pense que c'est possible. Mais moi je pense qu'un GTA 6, vu le nombre d'heures de jeu que ça va te proposer, ça peut se comprendre que le jeu soit un peu plus cher. C'est mon avis, hein. Tout le monde n'est pas obligé de le partager. Maintenant, quand tu vois Starfield, quand il est sorti, il y a des gens qui ont donné ces 30 ou 40 euros pour jouer un mois à l'avance ou un truc comme ça, je crois. Accès anticipé, ouais, 30 Accès balles. anticipé, mais après ils ont payé le jeu, donc quand tu fais l'addition, tu y es largement aux 100 Ouais, euros. pour les gros jeux, 100 balles, on y est pas loin. On Regarde y les va, jeux quoi. Versus. Si tu veux la version de luxe avec le saison pass, c'est à 100 balles. Tu vois, Ouais, exact. on y est. On y est. Maintenant, bon, bah, il y a deux solutions. Soit tu attends, tu es patient, tu les as 30-40 € moins cher 6 mois plus tard. Ou alors, ben, tu cherches sur le net à avoir le bon tarif. Je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir un peu. Tu On vois. va avoir une belle transition avec ça, parce que oui, qu'est-ce que tu penses de cette direction qui est inévitable du tout des maths? Parce que plus on avance, plus le physique recule par rapport au des maths. Et à terme, on risque d'arriver à un point où il n'y aura plus que ça. Et le marché de l'occasion sera fini, hein. Ce seront les éditeurs qui décideront s'ils te font une ristourne ou pas. Et toi, tu es Comme sur Steam, quoi. comme sur Steam. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bref. C'est un truc que j'ai déjà débattu nombreuses fois. Bon, moi, évidemment, j'aime bien le physique. Ça, c'est clair. Pareil, ouais. Mais si on passe tout en démat, par exemple, aux prochaines générations de consoles, ça m'empêchera pas de jouer au jeu. Je vais pas me priver de jouer à un nouveau The Witcher parce qu'il sera qu'en démat, tu vois. Ça m'attristera, mais j'arrêterai pas de jouer pour autant. Alors, j'y vois du positif et du négatif. Ben, le négatif, c'est que tu seras plus, je veux dire, honneur, enfin responsable, enfin propriétaire, pardon, de ton jeu. Ça, c'est clair et net, parce que le jour où ils décident d'enlever des trucs sur les serveurs, tu perds. Donc ça, c'est le côté négatif évidemment du démat. Le marché de l'occasion, comme tu le dis, tu l'as plus. Mais d'un autre côté, je me dis que si la prochaine génération de consoles, on a un service où on peut avoir accès aux jeux comme le Game Pass, et du coup, on va plus trop dépenser de sous parce qu'on va économiser au final, ça nous permettrait de compléter nos collections existantes, tu vois. Ouais, de finir nos collections. Finir De nos compléter. collections, tu vois. C'est un peu, voilà. Je voudrais qu'il y ait cours du physique, mais j'y crois pas du tout. Je ne crois pas, absolument pas. Je pense qu'on sera en démat. Tu baisses les armes. Ouais, non, en 2030, on sera foutu des maths. Pour moi, c'est clair. Ben justement, ben je suis content que tu raisonnes comme ça. C'est à peu près le raisonnement que j'ai aussi et que je te rejoins. C'est que je vais te parler de quelque chose qui est, je tiens à préciser, toujours à l'étape d'ébauche, à l'étape de projet. Ouais. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans le chat si mon Stream Deck fonctionne parce qu'il a un rhume pour le moment. Non, c'est passé, c'est bon. En fait, moi, Nicolas Perret, tu vois qui c'est, un développeur de jeux, et un autre youtubeur, Big Pipeman, j'ai lancé une discussion avec eux
Parce que justement, ce truc m'attriste vraiment. J'ai dit, ça me fait chier de savoir que dans quelques années, tous les jeux seront en démat. J'ai pas envie de claquer son boule, par exemple, dans un jeu qui ne m'appartiendra pas. Le jeu, j'ai envie d'y rejouer peut-être dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans. Et j'aurais peut-être pas l'occasion. Je trouve pas ça normal. Il y a un truc qui ne va pas dans le démat. Oui, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et Nicolas bosse beaucoup pour le moment. Il s'entoure de gens dans le domaine et il essaie de trouver un encadrement juridique pour proposer un projet de loi au niveau européen, donc via une pétition et via un projet de loi qu'on déposerait à l'Europe pour protéger le consommateur sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que le jeu t'appartienne quand tu l'achètes, déjà, que tu as un droit de revente, et on a poussé le vice un peu plus loin, c'est qu'il proposait peut-être une plateforme commune ou une plateforme propre à l'éditeur où il prendrait une rétribution pour lui, chose qu'il n'a pas dans le marché d'occasion d'aujourd'hui, donc il s'y retrouve un petit peu gagnant dans l'histoire aussi. Il aurait une part du gâteau du jeu d'occasion. Et le troisième pilier, qui est encore plus important à mes yeux, c'est la sauvegarde du patrimoine du jeu. Parce que quand tu vois déjà tous les FIFA qui ont disparu de chez EA, c'est fini, tu les auras plus, c'est disparu. C'est une part de l'histoire du jeu vidéo qui disparaît. Et ma question que je voulais te demander, Ryu, c'est quand on aura le go de Nicolas, parce que c'est Nicolas qui s'occupe de la partie, j'ai envie de dire, légale, que tout soit bien acté et tout ça avant d'envoyer. On cherche des appuis politiques, on va chercher des appuis médiatiques. Quand on aura le go, est-ce que tu serais d'accord de faire la lumière sur ce projet et de nous suivre, s'il t'intéresse? Je pense qu'on doit tous en parler, c'est clair. Voilà. Le projet s'appelle Playwright. J'ai mis le lien du site en commentaire. Et vous êtes tous les bienvenus. Il y a même un groupe de discussion sur Facebook. Si vous voulez participer, apporter votre pierre à l'édifice, faut pas hésiter, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est pas pour tirer des lauriers. La loi s'appellera Playwright, elle s'appellera pas Max Pixelman, ni Nicolas Perret, ni qui que ce soit, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. C'est niveau européen ou mondial? Ben, il faut savoir que si c'est voté à l'Europe, il y aura jurisprudence dans les autres pays et ça risque de devenir mondial si ça passe, quoi. D'après Nicolas. L'idée, on prend un exemple, je vais sur le store, je télécharge un jeu. Ouais. Si le jeu est enlevé du store, j'ai possibilité de le garder sur mon disque dur. C'est ça. Et de jouer avec, malgré tout. Ouais. Ils doivent être contraints de te donner la possibilité de pouvoir rejouer à ton jeu n'importe quand. Maintenant, qu'il soit sauvegardé par toi-même sur un disque dur, une clé USB, un CD, tout ce que tu veux. Ça, après, c'est une question de mise en place du process ou de la loi. Et voilà. Et normalement, il y a une loi française déjà qui dit que le jeu doit être sauvegardé au niveau patrimoine. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs un centre qui garde tous les jeux qui viennent sur le sol de France. Ça porte un nom, mais je ne sais plus. Axel en avait parlé dans une de ses vidéos. Mais ça, c'est dans le cas où tu télécharges le jeu. Ouais. Maintenant, imagine, c'est une plateforme de streaming. Donc, comme on pourra avoir, je pense, dans 10 ans, quand on sera fibré. Avec le cloud gaming, tu veux dire? Que du cloud gaming, tu ne télécharges plus rien, tu achètes, mais tu ne télécharges pas. Comment faire alors? Ben, disons que si cette loi passe, ils vont réfléchir à 2 fois à faire des systèmes comme ça, tu vois. C'est pas pour emmerder parce qu'on n'est rien, on représente rien, on est des poussières dans l'univers, nous, c'est pas ça, mais si ça fait du bruit et que ça fait boule de neige, je crois qu'il y a récemment une société, enfin un groupe allemand ou français, je ne sais plus, qui a gagné un procès, qui a gagné avec une loi via Steam pour empêcher justement qu'ils enlèvent du catalogue certaines choses. Si ça passe, d'autres choses peuvent passer. En masse, on peut faire bouger les lignes. Et justement, pour que ça parle aux éditeurs, parce qu'ils vont dire quel intérêt on a à donner cette possibilité-là. Là, créer un shop commun ou propre à chaque éditeur, parce que parfois les éditeurs ne veulent pas. Tu revends ton jeu et se reprennent une commission dessus. Quand tu parles d'argent, ça a toujours plus d'impact que
quand tu proposes quelque chose les mains vides. Enfin, Nicolas bosse vraiment ardument dessus. Il est en train de faire vraiment un beau dossier. Il a déjà gagné un combat dans le passé au niveau des jeux en France. Et il est motivé pour refaire ça avec ce projet Playwright. C'est pas un projet pour dire on arrête le démat, tout ça. On sait bien que le démat, on va y aller. On sait rien faire contre ça. C'est l'évolution, c'est comme ça. Mais si on peut changer certaines choses qui sont anormales, et je pense que tout le monde trouve anormal, le fait que le jeu ne t'appartienne pas, or que tu as claqué du pognon, c'est déjà... Ça fait réfléchir. Que ton jeu, du jour au lendemain, pouf, il disparaît, tu sais pas y jouer, je trouve ça grave. Et puis le patrimoine. J'ai eu l'exemple il n'y a pas tellement longtemps, si je peux me permettre. Vas-y. J'ai eu l'envie de rejouer à tous les Soul Calibur, tu vois. Et j'ai pris Soul Calibur 4 avec Star Wars, tu vois. Toi, tu aimes bien, donc tu dois savoir ce que je parle. Ouais. Et je l'installe sur la PS3 et je me souviens qu'à l'époque, j'avais acheté le DLC de Dark Vador parce que si tu avais Dark Vador sur la Xbox 360 et tu avais Yoda sur la PS3. Et j'avais acheté le DLC et je me dis, chouette, je vais jouer au perso Star Wars. Mais tu peux plus le télécharger, en fait, le perso. Même si tu l'as acheté par le passé. Il l'a enlevé du serveur. Il l'a enlevé du serveur pour le droit d'auteur, tu vois. Parce que les droits sont certainement terminés. Donc tu peux plus le télécharger et tu l'as dans le baba, tu vois. Alors que je l'ai payé à l'époque. Ça, c'est un exemple. Mais tu vois, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Et c'est juste pour essayer, tenter de recadrer ça dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt de tout le monde. Moi, j'ai envie que dans, je sais pas moi, dans 20 ans, par exemple, Nintendo, c'est quoi un cas à part. Mais j'ai envie de relancer un TOTK pour mes petits-enfants, pour leur faire découvrir. S'il est marqué, ben non, le jeu n'existe plus, vous ne savez pas télécharger les mises à jour, t'es broken. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si tu pourrais plus revoir Autant n'emporte le vent ou je sais pas, un Bad Boy sans film parce qu'il l'aurait retiré d'un serveur. Je trouve ça fou, quoi. Ça, même pour les jeux vidéo. De mon avis, Nintendo seront les derniers à proposer du physique. Oui, je pense. c'est sûr. Ils ont encore cet esprit. D'ailleurs, quand tu vois même les boîtes, quand tu vois les boîtes, parfois elles sont vraiment tip-top, à la même taille que les jeux SNES ou les. Ouais, ils ont tout arrangé pour ça rentre dans une collection, en fait, tu vois. Ouais, ils ont encore cette fibre, hein, on espère pour longtemps. Je crois qu'ils vont marier les deux mondes, le démat et le physique, j'espère. Les autres, Microsoft, à mon avis, dans 5-6 ans, déjà maintenant, ce sera bien. Déjà maintenant, Microsoft, les jeux en boîte, ils s'en foutent, hein. Ça c'est clair. Je crois qu'ils vont proposer juste leur Game Pass sur toutes les plateformes. Et la construction de consoles va disparaître. Je pense, hein, je peux me tromper. Hein, je pense que ça va dans cette direction. Possible. Enfin voilà, donc je t'ai présenté, j'avais promis à Nicolas que je le ferais, je t'ai présenté le projet Playwright. Allez. Je sais qu'il en a parlé à Axel, à Conquerax, qui lui, il est à fond parce que le démat, il ne supporte pas du tout. Lui, c'est un militant. Ah oui, lui, le démat, mais il a refusé, je crois qu'il a refusé de tester un jeu, même qu'il était payé, je crois, hein, par la boîte. Il a refusé parce que c'était du démat, quoi. Donc il reste sur ses convictions. Et ça, c'est plutôt rare. C'est bien. C'est vraiment bien. Mais écoute, moi, en tout cas, Ryu, j'ai fini ma liste de questions. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui veulent te poser des questions. Donc, les gens, si vous voulez poser des questions à Ryu, c'est maintenant. Profitez-en. Mais en tout cas, c'est vrai que ce projet-là, si ça pouvait arriver, on prend, quoi. Ça nous permettra d'acheter un peu plus à notre aise les jeux en DMAT, si on peut dire, parce qu'on n'aura pas trop le choix. Disons qu'on garderait la philosophie actuelle du jeu physique, mais via le DMAT, quoi. Le fait de pouvoir le revendre, ce n'est déjà que ça. Les gens qui n'ont pas des bourses extraordinaires, qui ne savent pas se payer des jeux à 100 balles, mais qui ont envie d'un jeu vidéo, ils pourront se le permettre en allant sur une plateforme de vendre, soit, comme j'ai dit, commune ou propre aux éditeurs, où tu peux racheter le jeu. Et la boîte d'édition se prend un petit pourcentage, comme ça, s'y retrouve aussi dans ce système. Chose qu'elle ne fait pas maintenant. Maintenant, sur le marché de l'occasion, tous les éditeurs, ils ont bulle zéro. En effet. Espérons. Alors, on a une question de Indy
Indie-jeux. Tu as combien de jeux PS Vita dans ta collection? Je sais pas, une cinquantaine, je dirais. Je sais pas le nombre exact, mais j'ai les bons titres, quoi. J'ai fait une sélection de bons titres. C'est pas une console où je collectionne forcément, mais j'ai pris à l'époque, hein, quand ça sortait, les bons titres que je voulais. Je sais pas, comme des jeux qui fait full set ou ce genre de choses. Euh, voilà, j'ai des petites versions limitées de ce que j'aime bien, mais je suis pas un collectionneur acharné de PS Vita. C'est vrai qu'on le voit rarement parce que c'est de l'autre côté de la gaming room. Tu vois, Ils sont punis, ils sont cachés. ils sont sur l'autre côté, quoi. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, pourquoi pas. Tiens, tu as, toi, le petit boîtier PS TV? Ouais. Ouais, ça marche bien, ce truc-là. Bah, tu dois le craquer pour que tous les jeux passent, en fait. Parce qu'à la base, je pense que la limite, c'est que si tu as du tactile tu sais, la Vita, est tactile, je pense, c'est derrière, si je me souviens bien. Si tu as du tactile, il passe pas dans le PS Vita TV, tu vois. Mais de toute façon, qu'une manette PS4, tu as quand même le pavé devant, je sais pas pourquoi, ou alors il y a des mises à jour, je ne sais rien depuis, mais moi je me souviens qu'à l'époque, je l'ai craqué. Et du coup, tu peux mettre toutes les cartes, Les cartouches. passe, ouais. Faut pas jouer sur un trop grand écran non plus, parce que sinon, sur un écran de PC, ça donne bien. Mais c'est un objet qui est recherché maintenant, je pense. Oui, je crois, ouais. Alors qu'à l'époque, je me souviens, personne n'en voulait. C'était bradé à 25-50 euros par palette. Personne ne le regardait. Un peu comme le PlayStation Portal. Tu vois, tout le monde dit que c'est de la merde, mais dans 3 ans, je suis sûr Tout le monde que en voudrait un. tout le monde en voudrait un. Ça, je suis persuadé. Alors, Project Dream, je ne sais pas si tu es encore là, mais je pense que tu avais une question, donc si tu veux la poser, n'hésite surtout pas. Bah, Et le sinon, PS Portal, il y a des gens qui comparent ça au Gamepad Wii U. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que le gamepad de la Wii U, c'est un truc que tu devais être à 3 mètres de ta console, tu vois. C'était, oui, tu pouvais jouer que sur ta tablette et éteindre la télévision, mais tu devais rester dans la même pièce, tu vois. Ici, le principe du portal, tu peux jouer à l'étranger sur ta console, tu vois. Mais il faut que tu aies une bonne connexion. Si tu n'as pas de bonne connexion, tu oublies. Si tu as du 50 mégas, je pense que ça passe, tu vois. Bah, toi, tu as du VDSL2 normalement, bah, là, ça fonctionne super bien. T'as pas de lag, t'as rien. De temps en temps, dans le son, t'entends un petit grésillement, tu vois, de temps en temps. Mais à part ça. Donc moi, j'utilise souvent parce que moi, ma pièce, elle est à part de la maison. Et si c'est l'hiver, tu vois, au soir, j'ai pas forcément envie de rester ici, ben, je joue à la PlayStation 5 dans la maison, quoi, tu vois, près du feu ou dans le lit ou ce que tu veux. Et, et du coup, ça te permet de varier un peu les plaisirs, tu vois. Mais je suis très, très console portable pour le moment. Très, très console portable. Mais c'est Ah, pas une console, le portal, hein. C'est juste un objet de remote, quoi. un accessoire, quoi, ouais. C'est un accessoire. Alors, Project Dream, est-ce qu'on peut intervenir directement à l'oral? Ben écoute, avec StreamYard, non, je n'ai pas la possibilité de le faire. Plus tard, je repasserai sur OBS. Et là, je peux faire intervenir via Discord, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, ce soir, non, c'est uniquement par écrit, et j'en suis désolé. C'est vrai Ouais, que ouais. c'est ce qui manque à StreamYard, hein, c'est des interventions audio. Ouais, ou alors tu dois mettre le lien, mais c'est toujours un peu. Je l'ai fait une fois, c'était. Ouais. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. J'avais des gens mais qui popaient de partout. C'était à l'époque du Covid, tu vois. Je faisais beaucoup de live et j'arrivais pas à gérer. Il y avait tellement de gens qui venaient et qui voulaient présenter leur jeu. Parce que le truc, c'était, tu sais, c'est de présenter un peu tes jeux de ta collection. Et je sais que si je ferais ça, ça marcherait parce que les gens adorent. Mais je passais des 6 heures, 8 heures, 9 heures en live. J'étais fatigué, mais c'était le Covid, tu vois. Donc on était en confinement. Et ça faisait du bien aussi en même temps, tu vois. Mais ouais, mettre le lien, c'est dangereux. C'est Ouais. clair. Moi, je connais un gars, bah, un youtubeur français, il avait donné le lien comme ça de son StreamYard.
Et il y a un gars, ça a duré une fraction de seconde. Hein. Il avait montré une femme à poil. Ah oui, 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 il y a ce problème-là aussi, en effet. Et la chaîne, sping. Oui, oui, il y a ce problème-là aussi, en effet. Ah, il faut faire très, très attention à ça. Très attention, parce que tout le monde n'a pas toujours des intentions C'est clair et net. sympathiques. Et sinon, toi, tu parles de moi, mais tes objectifs 2024, c'est quoi? Ah, moi, je veux réussir une mayonnaise au citron. Pour Ça, je pense, 2024, je dois réussir une mayonnaise au citron. je pense que c'est faisable. Ouais. Non, mes objectifs 2004, améliorer ma santé, ça c'est vraiment en bonne voie. C'est le plus important. Évoluer professionnellement, je pense que tu le sais. Et alors, pour ma chaîne, écoute, je prends ce qui vient. Ici, j'ai une belle petite progression grâce je pense, au live et aux shorts. Je prends ce qui vient. Donc, voilà. Sinon, essayer de varier. Essayer de varier ce que je fais un peu plus encore. Je sais que j'avais fait 2 vidéos, je crois, sur le paranormal avec les marionnettes. C'est un peu court, je vais en refaire parce que ça me plaît bien. Et j'ai une marionnette féminine qui va peut-être se lancer dans les petites recettes de cuisine prochainement. Donc je vais faire vraiment une chaîne variée avec tous les thèmes et garder l'ADN de Max, le rétro gaming, refaire un peu plus de tests de jeux parce que ça je n'en ai pas fait beaucoup. En 2023 je crois que j'en ai pas fait du tout. Et voilà, essayer de trouver, voir ce qui marche un peu plus, un peu moins. J'ai le bar potin aussi, je sais pas si tu as vu, ou tu as Max qui est dans un bar. Ouais, j'ai vu. Et qu'il y a un petit peu des petites conneries dans son journal. Voilà, je continue sur Je cette trouve ligne. que les lives avec les invités, c'est un bon filon que tu as sur ta chaîne. Ça te permet de faire du contenu intéressant et facile et, euh, et de te laisser du temps pour les vidéos un peu plus travaillées, tu vois. Ouais, ouais, C'est un bon complément. ouais, je pense aussi. Et bon, trouver les thèmes, c'est pas toujours évident parce que j'essaie de sortir des sentiers battus. J'ai parlé de paranormal, j'ai parlé d'ovni, j'ai même fait une interview d'une personne J'ai vu, transidentitaire. j'ai vu ça. Transidentitaire, il y a plein de gens qui Tu m'ont l'as dit fait avec, ne fais surtout pas ça. Ben, tu l'as moi, je fait l'ai avec ta fait. collègue là, je sais plus comment elle s'appelle. Lady Retro. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, et je suis très satisfait d'avoir fait ça. Ça permet un petit peu de décrasser les consciences et certains a priori qu'on a sur les gens. Ben voilà, si je peux apporter ça. Ouais, non, ici j'en ai qu'un ici samedi de live prévu. J'espère qu'il y aura quelques personnes quand même. Le thème, c'est quelle technique vous utilisez pour jouer à des jeux rétro. Voir comment est-ce que les gens jouent selon la console qu'ils affectionnent, quelles sont leurs procédures pour être dans des situations optimales. Ça m'intéresse. Le 20, ça c'est plutôt un débat, c'est est-ce qu'on ne devient pas trop exigeant vis-à-vis de nos jeux vidéo? Parce que j'ai l'impression que ces dernières années, chaque fois qu'un jeu sort, c'est des critiques en masse, en masse. On dirait que les gens n'arrivent plus à savourer le jeu, on parle de popping, de clipping, de bugs et tout ça. On se focus sur les défauts plus que sur la qualité du jeu. Moi, ça m'attriste et j'ai envie de faire un débat là-dessus. Voilà. C'est vrai que parfois c'est un peu exagéré, quoi. Parfois, je trouve que c'est exagéré. Bon, il y a des cas, ils ont totalement raison. Parlons d'un Gollum, par exemple. Tu l'as, Gollum? Non, j'ai pas voulu le tester. Ils m'ont demandé, mais j'ai dit non. Déjà, j'ai vu une image à la télé, je regarde, c'est Gollum, ça? Bah oui, J'avais l'impression que c'était Christian Quesada, toi. Aux personnes, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est pas un flop annoncé. Hein. Bah, tu vois, hein, dans le style, par exemple, Goldorak, le jeu, il est pas si mauvais que ça, mais il y a quand même un effort de filage à faire, tu vois. Là, c'est dommage. Ouais. Je sais pas si tu l'as fait, toi, Goldorak, tu as eu l'occasion d'y jouer. En fait, Non. quand tu fais les combats de boss contre les Golgoths, c'est super. 160 images secondes, c'est super bien polish, ça tourne bien, les combats sont intéressants. Mais dès que tu es dans le monde, hein, on va pas dire monde ouvert, mais sur la map, bah, c'est la cata, quoi. C'est pas optimisé, quoi. Il y a de l'aliasing, ça pop de partout, tu diras ça pas de Noël, quoi. C'est un peu exagéré, tu vois. Tu vois, là, c'est l'excès. Mais c'est vrai que parfois, il y a une échelle où tu vois un peu d'aliasing et les gens font des photos, ils disent voilà, ça c'est The Witcher 3, quoi, par exemple. J'ai déjà vu ça, tu vois.
Donc, Ah, ben, on a Nicolas qui est là. J'ai oublié Max Pix. Ah oui, il voulait passer. Bah écoute, je viens d'exposer. Est-ce que tu veux que je t'envoie le lien? Si tu veux venir faire un coucou à Ryu, tu peux bien, hein. Mais j'ai exposé le projet Playwright, ne t'inquiète pas. eh oui, on a parlé. Voilà. Et il trouve que c'est un beau projet. Rassure-toi. J'espère que Voilà. ça aboutira. Bah ouais. Bah, il se met un petit peu en porte-à-faux, hein, lui, vu son job. Sérieux me veut bien sûr, viens. J'ai encore 5-10 minutes, donc profites-en. Comme ça, on aura fait une bonne heure de vidéo. Ouais. Et on pourra parler un peu de ton projet si tu veux. À part qu'il y a mon Facebook qui déconne, mais sinon ça va aller. Je t'envoie par Facebook ou Discord, hein, Nicolas, c'est comme tu veux. Nicolas. Voilà, c'est envoyé sur ton Facebook. Bon, je peux me permettre de faire venir Nicolas, parce que Nicolas est aussi un de mes chroniqueurs. Il passe souvent dans mes débats qui l'intéressent, donc je me permets de le faire monter. Donc ne sois pas jaloux, Projet Dream, hein. Il ne risque pas de sortir une affiche de. Non, non, lui non. Je me souviens une fois, j'étais avec Guilain, on montrait l'artbook de The Witcher 3. J'étais ici, lui était là, et je commence à feuilleter. Tout d'un coup, je vois des femmes nues, tu vois. J'ai vite remballé l'artbook et je l'ai mis à place. Tu m'étonnes. UFOVNI 2012. Très très bonne chaîne de ce garçon. Allez voir ce qu'il fait. Si vous aimez le monde des ovnis, il est appareillé de fou. Il a un télescope de malade mental. Il vous fait des expériences et des témoignages vraiment super intéressants. Allez voir ce qu'il fait. C'est prodigieux. Bonjour à toi. Il s'appelle Eric. Salut Eric. Allez, je vais aller voir ça. Ah ouais, ouais, non, franchement, c'est... UFO OVNI. Bonsoir Nicolas. Hello. Comment vas-tu? Oh, un peu de stress pour tout te dire, mais ça va. Du stress? Ouais, Faut pas stresser. Faut pas un stresser. peu Ça sert de à rien de stress stresser. professionnel, on va dire. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit à Ryu tantôt? Tu étais déjà Non, là non, ou... j'ai rien entendu. J'ai été débordé par plein de trucs. Tu vois, j'ai reçu encore plein de messages. Eh bien, je lui ai Donc, expliqué que notre projet Playwright, on était à 3 dessus pour le moment et d'autres personnes satellites qui s'intéressent au projet. Qu'il y a un site dont j'ai mis le lien. J'ai expliqué les 3 piliers qu'on voulait défendre, à savoir la propriété du jeu, la possibilité de la revente et la protection du patrimoine. Et voilà, en gros. D'accord. Et puis, En gros. je sais pas si tu as donné le lien, mais je t'invite, Ryu. Bon, Si, déjà, il a bonjour. mis. Déjà, bonjour, bonne année. Salut, bienvenue. Il l'a mis J'arrive, dans je le. suis complètement perdu. Je suis désolé. Là, j'ai plein de trucs. Là, j'ai des trucs qui bipent de mon client principal de tous les côtés. Ah ok. Donc, oui, bah, tu as donné le lien, donc tu peux lire. En fait, pour l'instant, ce ne sont que des réflexions un peu génériques. On n'a pas encore vraiment fait d'action réelle parce qu'effectivement, avant que tout soit validé sur ces réflexions justement juridiques et les directions sur lesquelles il faut aller, il faut avoir des vrais juristes. Enfin, on ne peut pas faire ça sans un vrai juriste. Je ne suis pas juriste, moi. Moi, je suis programmeur de jeux vidéo. Donc voilà, et c'est pour ça que pour l'instant, je ne le lance pas au niveau super public, on va dire, parce que j'attends ça. Par contre, effectivement, quand on va le lancer, il va falloir que tout le monde aille dans la même direction et pousse le truc, quoi. Et moi là-dedans, à la limite, si j'y étais pas, c'est aussi bien. Hein. C'est pas moi, pousse pas mon truc, c'est pousse votre truc. Je fais ça pour les joueurs parce que je suis premièrement un joueur et un développeur aussi, mais aussi un joueur. Mais effectivement, dans mon cas, je prends potentiellement des risques parce que ça va à l'envers de ce qu'il faudrait que je fasse, quoi. Bon. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir le faire au niveau européen.
Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, je vous donne deux exemples. Un premier exemple, c'est les handicapés. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tout ce qui est fait aujourd'hui pour le jeu vidéo, pour les handicapés dans le jeu vidéo, c'est pas pour faire plaisir aux handicapés. C'est parce qu'il y a une loi qui est sortie aux États-Unis. Il y a une loi qui est sortie aux États-Unis qui oblige les fabricants et développeurs, et développeurs, mais surtout éditeurs de jeux, à avoir des fonctionnalités d'accessibilité pour les handicapés dans les jeux. Et s'il n'y a pas cette accessibilité, en théorie, les jeux ne peuvent plus sortir et les consoles ne peuvent plus sortir aux États-Unis. Et en théorie, c'est depuis 2019. Mais il y a eu le Covid entre-temps, j'ai l'impression que ça a été un petit peu oublié. Mais malgré tout, ce qu'a fait Microsoft avant, ils l'ont fait tout de suite dès que la loi est sortie. Sony a préparé le truc, il a mis un peu de temps pour sortir, et là, ils viennent de sortir des choses. Et Nintendo va être obligé de faire quelque chose. D'accord ? Mais cette loi, elle est aux États-Unis et elle touche le monde entier. Donc une loi a un impact mondial. Vous avez la loi RGPD en Europe qui touche le monde entier. Même si effectivement, ça ne s'y applique que pour les Européens. Par contre, à l'opposé, il y a une loi européenne qui a obligé Apple à sortir des téléphones avec de l'USB-C. Et c'est là, pour le coup, pour le monde entier. Ouais, donc ça peut aller. Donc, en fait, ça peut fonctionner. Ce qui est la réflexion qui est faite dans les textes que j'ai écrits, ce ne sont que des choses légales, pas forcément connues ou comprises, mais qui sont exploitées ou qui sont cachées, en gros, dans les CGU, pour te dire, ok, c'est mieux comme ça pour nous, donc c'est mieux que tu ne le saches pas. D'accord ? Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont illégaux. Et en fait, c'est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est illégal en Europe, mais c'est illégal en Europe, mais c'est illégal dans d'autres pays, dans le monde entier, quoi. Allez, j'espère que ça marchera. Et si ça aboutit au niveau juridique, je pense que tu auras l'appui des collectionneurs, c'est clair. De toute façon, des joueurs, parce que les collectionneurs, ils sont là pour collectionner, mais c'est pas forcément des joueurs déjà. Ils sont aussi là pour faire de l'argent des fois. Il y a trois sortes de collectionneurs. Il y a le collectionneur qui collectionne, qui ne joue pas, c'est vrai, ça existe. Il y a le collectionneur joueur et il y a le collectionneur, comment on va dire, qui fait du placement financier. Donc qui collectionne, mais qui sait très bien qu'un jour il va revendre ça et qu'il va se faire la blinde. Ça, c'est peut-être le côté le plus dark des collectionneurs. Mais crois-moi qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent vraiment par passion et par l'amour du jeu. Moi, je dirais que ce genre de personnes qui ont des visions financières, c'est très réduit. Je pense c'est de 10-15% des collectionneurs, je dirais. Et encore, je suis peut-être trop large. Il y en a, c'est pas ça. Mais... Très bien. Écoutez, les gars, je vais vous laisser, moi. Et sinon, toi attends, avant que je parte, juste pour dire, on a commencé avec Cyril, parce que je pense que tu n'es pas au courant, Cyril 2.0, on a commencé à faire des lives pour expliquer le développement PS1. Je sais. Il est possible qu'il y ait des jeux PS1. Ah bon, d'accord, tu sais. Okay. Je connais très bien Cyril. Il y a Max qui demande si tu l'oublies pas pour son jeu. Max ? Qui ? Ah, c'est pas moi. Ah oui, d'accord. Max, c'est ça, toi ? Ah, toi, Max. Alors, imagine une boîte avec Max, un jeu de plateforme. Oui, on va voir. Non, mais là, on est en train de mettre les choses en place. On a un Discord, on fait des lives, et je suis en train de préparer une nouvelle vidéo, moi aussi, parce que je suis youtubeur aussi. Enfin, tu le sais, je pense, Ryu, on avait déjà discuté. Je suis en train de préparer une nouvelle vidéo sur l'IA pour expliquer comment ça, pour arrêter toutes les conneries qui sont dites et les phobies qui sont dites là-dessus.
et je suis débordé et j'ai plein de soucis personnels. Enfin bon, voilà. On vit une époque formidable. On vit une époque Vive formidable. 2024. Vive 2024. Moi, je trouve qu'on vit une époque formidable où quand tu débarques sur un site, tu as un robot qui te demande si tu n'es pas un robot. Je trouve ça magnifique. Ah oui, elle est pas mal. Oui, mais oui, C'est- mais t'es trop fort pour trouver des trucs comme ça, toi. Ah bon? Bah oui, Enfin. c'est comme ça que tu fais tes petites mannequins et tes petits trucs. C'est cool. Ouais. Ben, je vais vous, Voilà. vous Bon, libérer. enfin, s'il n'y a pas de hein. questions, oui, voilà. Ça va. Ben, juste la question, c'est as-tu une idée approximative de quand tu pourras donner le go pour qu'on médiatise ça un maximum? Bah, dès que j'ai pu valider au niveau juridique, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire, pour l'instant, je n'ai pas pu valider complètement au niveau juridique. Ça a déjà été relu par quelqu'un, ça va. Je suis en contact avec... vous avez le droit, mais il est un peu occupé. Donc, a priori, pour l'instant, il est intéressé par ce que je fais, mais il n'est pas intéressé pour s'impliquer. J'ai l'impression, je ne sais pas. Il a peut-être juste pas le temps. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Il n'est pas intéressé parce qu'il n'a pas le temps. Il n'est pas intéressé parce qu'il ne veut pas le faire. Et après, ben, j'ai un de mes copains qui était assistant parlementaire d'un député, mais le député, il n'est plus député. Mais par contre, il a des contacts avec d'autres députés. Donc, je parle en France, hein, parce que je connais pas les autres pays, moi, au niveau comment ça fonctionne. Hein. Donc, du coup, je vais avoir des retours de députés. Je risque de commencer à contacter des politiques pour essayer de nous pousser dans le bon sens. J'ai aussi éventuellement un assistant du... Alors bon, tu me diras, il y a le gouvernement qui vient de changer en France, mais on va voir. Un assistant du ministre de l'Industrie, donc qui est très intéressé sur ces aspects-là et qui apparemment n'est pas très innocent par rapport à ce qui s'est passé à Sony il n'y a pas très longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, qui serait intéressé par ce sujet, c'est juste que, ben, tu sais, c'est le copain d'un copain, enfin, c'est ça qui prend du temps. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est juste que ça prend du temps et que moi j'ai tous mes problèmes personnels à régler en parallèle. Donc voilà, après moi je prends toutes les aides, hein, si dans le live il y a des juristes qui sont intéressés pour nous donner des coups de main ou qui connaissent des juristes ou des personnes pour discuter, débattre de ces sujets, moi je me sens un peu seul actuellement sur le truc. Hein. Si moi je prends Nicolas, tout, je te l'ai déjà proposé quand tu es chaud et quand tu es prêt pour faire un live non, mais playwright général. Je sais, mais tant qu'on n'a pas, enfin, c'est là où c'est délicat. C'est que je le fais sur un petit live en event 7 là, tu vois. Mais sur des gros lives, j'ai pas envie de lancer le truc tant qu'on n'est pas prêt. Et en même temps, on a besoin de personnes pour nous donner un coup de main, pour lancer le truc, pour être prêt. Donc, tu vois, c'est un peu l'œuf et la poule, mais c'est souvent comme ça. Voilà. Disons qu'il faut en parler sans en parler. Il faut en parler sans en parler, c'est ça qui est compliqué. Parce que vous m'avez compris. C'est comme prendre un bain sans eau. Allez-y. Bah, disons que si tu veux qu'un truc ait un effet, non, mais j'ai compris tu le lances vraiment, il faut pas que tout le monde le sache, quoi. Donc là, il y a peu de personnes qui le savent pour l'instant. Pour l'instant, j'ai que des retours positifs. Il y en a personne qui m'a envoyé balader, donc bon, ça semble aller dans le bon surtout sens. qu'il y a l'aspect, comme j'expliquais à Maro, c'est que par rapport à actuellement, c'est que les éditeurs touchent 0 centime sur une vente d'occasion d'un jeu vidéo. Ils n'ont rien, ils touchent rien qu'avec l'idée, le fil conducteur qu'on leur propose d'un système de vente, ils s'y retrouveraient, quoi. Tu sais, tiens, tu vois, il y a Ryu et ça c'est intéressant, Ryu, pour toi comme question. Et en plus, Cyril en parlait l'autre jour. Quand il y avait les jeux, comment on appelait ça, les jeux sur la PS1, tu sais, les jeux qui étaient republiés par Sony, chez les Platinum. Platinum, ouais. Les Platinum, Platinum. Platinum. En fait, les Platinum, ils sortaient moins cher que les jeux d'occasion, qui étaient du jeu original à l'époque. Ouais. Et encore maintenant. Et peut-être encore maintenant. Et peut-être encore maintenant. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, leur façon de contrer la revente d'occasion, c'est de sortir des Platinum moins chers. Donc en fait,
ils gagnent de l'argent dessus, mais ils en gagnent moins que si... Enfin, tu vois, on arrive sur un truc qui se mord un peu la queue, malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ça pour ne pas qu'il y ait d'occasion, alors que s'ils vendaient des occasions, en réalité, ils feraient de l'argent sur des ventes qu'ils feraient, mais en plus, ils ne prendraient pas de risque. Tu vois, c'est un peu bizarroïde leur logique, en fait. Bon, en tout cas, c'est un épisode à suivre, les amis. On tiendra au courant au sujet de Playwright. J'en parlerai aussi à Ryu. Donc, dès que moi je sais quelque chose de Nicolas, qu'on a un go ou quelque chose, j'en parlerai directement à Ryu qui vous en parlera aussi. On en parlera aux copains, toute la scène des Après, c'est pas collectionneurs. Playwright, c'est Playwright, mais bon. Ouais, Playwright. Mais en wallon, vite, on dira. Bon. Enfin, ça. Voilà. Je sais pas, moi. Enfin, allez, on va libérer Ryu qui a déjà eu la gentillesse de venir à l'interview alors qu'il est claqué comme un rat mort. Moi, je suis mort aussi. Je me suis couché. Écoutez, je vous souhaite la bonne soirée. Merci Lolo pour l'invitation. Merci à toi surtout. Merci et Nicolas, toutes mes bonnes ondes pour ton projet. Merci. Merci le chat. Je vais couper ici de toute façon. Merci d'être venu. Merci pour votre participation. Et pour les gens qui verront la rediffusion, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Ciao, ciao. À plus.